Bonsoir. Alors merci de l'accueil déjà. Je suis ravie d'être ici ce soir avec vous. En plus, c'est un petit public, donc on va pouvoir se libérer au niveau des discussions et lâcher toute question possible et imaginable, même les plus folles, même les plus improbables. Alors, je suis roboticienne de formation, déjà, spécialisée en robotique humanoïde, donc mécanicienne, spécialisée en robotique, spécialisée en robotique humanoïde, spécialisée. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passe entre l'homme et la machine. C'est ça qui me fait vraiment vibrer, c'est non pas côté humain ou côté machine, mais vraiment les liens qu'on va établir entre l'homme et la machine. Comment, quel mécanisme on peut mettre en œuvre chez un homme. Alors la machine, on la programme, donc ce n'est pas des mécanismes qui sont par l'homme, en fait. Par contre, chez l'homme, on peut mettre en œuvre des mécanismes qui vont impacter les comportements, même un système cognitif ou d'autres fonctions cognitives qui permettent une socialisation, par exemple, au niveau des autistes. Là, j'appuie mon discours sur un certain nombre d'expérimentations de terrain. Et si c'est vraiment une caractéristique, c'est que j'aime beaucoup monter des expériences de terrain à l'échelle 1, c'est-à-dire on va inclure complètement des robots dans une société humaine en leur faisant faire des choses. Alors il y a plusieurs programmes de recherche, soit l'accompagnement thérapeutique, par exemple avec des autistes adolescents, des autistes enfants, des autistes adultes, soit étudier les comportements naturels d'un robot humanoïde. Alors comportement naturel, parce que c'est un humain qui le commande, en téléopération par exemple, donc il y a un humain dans la machine quelque part, et les autres humains vont parler, pensent-ils, à une machine. Alors ils connaissent l'artifice, ils savent que c'est un humain derrière, mais curieusement ils oublient que c'est un humain très rapidement, et ils finissent par établir un lien avec la machine. Donc c'est assez intéressant. Il y a d'autres... Donc là, c'est sur l'évolution des métiers. Évolution des métiers, donc la réflexion consiste à robotiser intégralement un métier. Intégralement. Vraiment, par exemple, si vous voulez robotiser un barman, alors on n'a pas fait encore le barman, mais j'aimerais beaucoup le faire. Un barman robotique. Alors c'est quoi un barman robotique? Il faut voir la fonction, c'est ce qui est fait dans la plupart des bars robotiques aujourd'hui. C'est un robot qui va se servir des boissons. Mais un barman, c'est pas ça. Et si vous demandez à un barman qu'est-ce qu'il attire dans ce métier, il ne va pas vous dire servir des boissons. Le côté utilitaire, en fait, quelque part, c'est il fait quelque chose, mais c'est un accompagnement d'un rôle social. Et le rôle social, aujourd'hui, dans les bars robotiques aujourd'hui, il n'est pas du tout considéré. Donc si on robotise un métier, on robotise l'ensemble. Et un jour, les gens m'ont dit, c'est facile, tu robotises le métier des autres. Donc ce jour-là, je me suis dit, ok, moi je suis enseignante, donc je vais faire un robot enseignant. Et il y a eu un cours qui a eu lieu à Centrale Nantes en janvier 2019, où c'était un cours de robotique humanoïde. Alors c'était un clin d'œil en même temps, mais ce cours de robotique humanoïde, il était fait par un robot humanoïde. Alors j'étais dans la pièce à côté, c'était moi qui faisais le cours en fait, c'était pas le robot. Mais les élèves, eux, étaient face au robot, ne voyaient pas l'opérateur. Et c'était des élèves ingénieurs, parce que c'était un test technologique, en fait, une faisabilité. Et ils connaissaient dès le départ en fait, la technologie utilisée. Et du coup, en tant qu'ingénieurs, ils ont pu être confrontés en même temps à une machine qui, finalement, n'existe que dans nos imaginaires. On en parle beaucoup des robots, mais les robots humanoïdes, quelque part, pour beaucoup de gens, c'est un concept qui arrivera dans 20 ans, dans le futur. C'est dans le futur, en fait. C'est quelque chose de nos imaginaires. C'est un jour, on verra ça. On verra comme dans les films, un jour. Et quand ils ont eu le robot devant eux, qui parlait naturellement, qui leur faisait ce cours, qui leur expliquait des choses, qui interagissait avec ces slides, un prof humain l'aurait fait, quelque part ça secoue. Et je me rappelle donc sur la dernière séance, on avait fait une conférence de presse, les journalistes ont assisté au cours. Et il y a eu un mouvement de panique chez les journalistes parce que c'était aujourd'hui à Nantes et pas dans 20 ans à Paris, à la capitale. Voilà. Donc les robots étaient déjà là, la technologie était déjà là, on la voyait et on était déjà finalement demain en projection temporelle. Et donc voilà une question qui revient régulièrement. Êtes-vous pour ou contre les robots ? Êtes-vous pour ou contre les robots? Regardez les débats, regardez les questions, c'est souvent ça en fait les débats. Êtes-vous pour ou contre? Et on va faire un espèce de sondage, êtes-vous pour ou contre les robots? Alors, un robot est une machine. C'est la première chose qu'il faut se rappeler. Je pense que tout le monde ici est au courant de ça. Une machine un petit peu particulière. Alors c'est une machine cybernétique déjà. Cybernétique où vous avez 4 données qui vont interagir, donc la mécanique ça lui donne un corps. C'est une machine. Donc quand on parle par exemple de chatbot, c'est pas bon. En disant que c'est un robot
on parle à un robot alors que c'est un programme informatique. Un programme informatique, c'est pas un robot. Un robot, c'est un corps. Ça existe physiquement dans la réalité, la physique. La mécanique, c'est le corps. Une électronique qui va permettre de capter des informations et de transmettre des informations. Vous avez une loi de commande qui va dire comment interpréter ces informations pour faire un mouvement, et un système informatique, une horloge, qui va réguler un petit peu tout ce mouvement-là pour passer de la captation, prise de décision, action, captation, prise de décision, action, captation, prise de décision, donc la boucle de contrôle en fait. Voilà, donc vous avez ces 4 domaines, mécanique, électronique, automatique et informatique, qui sont embarqués dans une même machine, dans une même technologie. Et l'aspect cybernétique, c'est l'interaction entre ces domaines. La cybernétique, juste pour rappel, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion récemment sur ce mot cybernétique qui a voulu évoluer avec le temps. Donc cybernétique, c'est un mot qui a été proposé par Aristote, ça remonte à loin. La cybernétique, c'est la science de l'interaction entre des systèmes autonomes. Initialement, donc Aristote n'avait pas d'ordinateur, hein, tout le monde est clair. Donc la cybernétique est un mot qui a été récupéré par le numérique, les sciences numériques. Mais initialement, c'était entre les humains. Quand vous avez un humain de compétence C1 et un autre humain de compétence C2, quand on les met ensemble, en fait, ça ne s'additionne pas. Comme par exemple, si vous avez un objet de masse M1 et un objet de masse M2, vous les soudez ensemble, ça fait un objet de masse M1 plus M2. Mais un humain de compétence C1 plus un humain de compétence C2, si votre cybernétique est bonne, c'est-à-dire l'interaction entre ces deux systèmes est bonne, vous allez multiplier les compétences, vous n'allez pas les additionner. Donc la cybernétique ne suit pas les lois de la physique. Elle suit des lois qui sont très particulières, et si votre cybernétique est mauvaise, vous allez peut-être diviser les compétences. Donc ça s'applique à des humains, et tout directeur en fait, de groupe va tenter d'améliorer la cybernétique entre les humains pour avoir dans son groupe à compétences égales des résultats. Améliorer la cybernétique. Vous n'améliorez pas les humains, vous améliorez le lien entre les humains. Et là, on a un système avec 4 domaines scientifiques majeurs, mais qui vont interagir les uns avec les autres. Et ceux qui ont vu le début de la robotique, ou de l'informatique même, ils savent bien qu'il y a des conflits au sein de la machine. Donc voilà les aspects cybernétiques qui ont beaucoup évolué avec le plug and play. Donc on oublie un petit peu qu'il peut y avoir des conflits entre les différents domaines qui composent la machine. Pour l'intelligence artificielle, donc, un autre mot peut-être à définir ici, dans ce cadre, moi la manière dont je l'utilise, c'est un programme informatique déjà, qui a la particularité d'être en mesure de gérer les aspects dynamiques de l'environnement. Donc, intelligence artificielle, par exemple, vous faites un petit programme qui affiche à l'écran, préférez-vous le bleu ou le rouge? Et quelqu'un vient, voit l'écran, la question, et il va taper au clavier, je préfère le bleu. Le programme détecte l'entrée, et en fonction de l'entrée, va adapter sa réponse. Par exemple, s'il n'est pas contrariant, vous avez raison, le bleu est la plus belle couleur du monde. S'il est contrariant, on peut imaginer tout un panel de réponses possibles et imaginables. Là, on est dans une intelligence artificielle plutôt bas niveau. Il n'y a pas d'apprentissage. Donc, il faut séparer ici intelligence artificielle et apprentissage. L'apprentissage, c'est intelligence artificielle plutôt de haut niveau, où on a une fonction qui va récupérer un ensemble de données et faire des statistiques sur ces données. L'apprentissage est en fait un résultat statistique. Donc, il faut les données de base pour réussir à créer cette intelligence. Ce qui n'est donc pas de l'intelligence humaine. Parce que l'intelligence humaine, même sans les données de base, va pouvoir constituer ses propres fondements, en fait, ses propres articulations, ses propres constructions intellectuelles qui vont lier l'entrée et la sortie. Sauf que les intelligences artificielles basées sur l'apprentissage, sur les statistiques, ne vont pas permettre d'atteindre ce niveau-là, pas encore, en tout cas, peut-être un jour. Donc par définition, un robot, tous les robots sont équipés d'une intelligence artificielle. Aussi bête soit le robot. Aussi bête soit le robot. Donc peut-être qu'il ne l'apprend pas, mais son programme informatique, par définition, est une intelligence artificielle. Alors, quelle est la caractéristique de ces machines ? Ces machines s'adaptent. L'adaptation est peut-être un des premiers mots-clés qu'on peut sortir sur les robots. Grâce aux capteurs, ils vont récupérer des données, et ces données vont leur permettre de s'adapter à leur environnement. Donc c'est la première base. Cependant, on est encore très très loin des résultats qu'on pourrait espérer d'un robot. Quand on ne voit pas un robot au quotidien, on imagine.
Et là, on rentre dans un premier... Le êtes-vous pour ou contre les robots va parler non pas à la réalité robotique dans laquelle on se trouve aujourd'hui, il va parler à l'imaginaire robotique que l'on a tous en nous, culturellement en nous. Alors cet imaginaire, il existe depuis plusieurs siècles. Vous regardez, donc par exemple en France, alors on a beaucoup d'auteurs de science-fiction en France qui ont fait des essais sur la technologie. Alors Aristote, que j'ai cité tout à l'heure, c'est amusant parce que son travail sur l'éthique, il mentionne en fait les dangers de la technologie, 3000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Donc vous voyez, c'est déjà même le marteau était quelque chose considéré comme dangereux dans l'évolution sociale. Donc aujourd'hui, on en parle encore, mais la créature, hein, pas la création, la créature artificielle existe dans nos imaginaires depuis plusieurs siècles. Au niveau des robots, le mot est apparu il y a un siècle à peu près, en 1920. Une pièce de théâtre connue maintenant à répéter sur Resume Universal Robots de Karel Čapek, un tchèque. Robots, Rabotain, travailler, le travail manuel. C'était des machines censées réaliser le travail manuel de l'humain, donc des robots plutôt agriculture et sur le terrain, comme ça, donc industriel peut-être. Mais avant lui, avant que le mot robot n'existe, vous avez quelques romans d'anticipation français aussi, donc c'est quand même une réflexion qui touche beaucoup la France. 1883, par exemple, Ignis, le feu central, hein, ignifuge. Vous voyez, la racine, c'est ignifuge. Ignis, donc, qui parle d'une entreprise qui est montée exprès pour aller construire une cité auprès du noyau terrestre. Et cette cité, toute l'énergie en fait, qui va alimenter cette cité serait l'énergie, la chaleur du noyau terrestre. Donc on construit cette cité et la seule considération qu'ils ont pour construire cette entreprise, c'est de savoir si le noyau terrestre était capable de fournir l'énergie pendant toute la durée de l'entreprise, c'est-à-dire 100 ans. C'est marrant, c'est un peu des problèmes écologiques dont on parle aujourd'hui encore. Donc vous voyez, on n'a rien inventé au niveau philosophique. En tout cas, il se rapproche du noyau terrestre et la température augmente, donc il commence par envoyer des esclaves humains. Et au final, les humains, ils ne peuvent plus supporter cette température-là. Donc, ils finissent par fabriquer des machines, les atmophytes, qui vont réussir à creuser là où l'humain ne peut plus aller. Quand on est bien dans l'intervention et le service, les robots d'intervention et de service, 1883. En 1886, vous avez Villiers de l'Isle-Adam avec l'Ève future. Une autre histoire, un petit peu remise en contexte. Vous avez un inventeur qui vit aux États-Unis, vous avez un lord anglais qui tombe amoureux d'une femme, fou amoureux d'une femme, et dans sa vie de lord, dans toute sa famille, ils ne sont jamais tombés une seule fois amoureux, fous d'une femme. Et il décide de mourir, ce lord anglais, à cause de cet amour. Donc son ami inventeur, qui rend visite, lui demande « Mais pourquoi ?» Je dis voilà, elle est magnifique, elle est ici, elle est là. Bon, il ne tarit pas d'éloges sur cette femme au niveau son physique, son comportement, en fait, tout ça. Oui, et le problème, c'est que dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pas possible, quoi. Elle est bête comme un balai. Enfin, et voilà, donc c'est décrit comme ça. Et donc cet inventeur, hein, qui est l'inventeur du télégraphe dans le livre, le 01, 0, 0, 1, 1, 0, 0, le binaire, il est là, 1886. Hein, et va lui proposer en fait une machine qui aurait la forme de cette femme, l'apparence de cette femme, mais dont tous les mouvements seraient préprogrammés pour lui donner l'air intelligente. C'est-à-dire elle a le physique, donc ce qu'il adore, mais on lui donne le comportement automatique de société. C'est intéressant, comme notre 1886, on pense au robot social. Le robot social est né dans ce livre. Technologiquement, on est en train de dire dans ce livre que c'est possible. C'est possible de faire un robot social, c'est possible d'arnaquer l'humain, en fait, et de lui donner ce qu'il ne peut pas avoir chez les vrais humains. On est en train de vendre de l'artifice, là, déjà, et c'est intéressant. Donc, alors, ça finit pas très bien, parce que donc le lord anglais est super content, ils font leur test, donc ils invitent même, c'est juste horrible, parce qu'ils invitent même cette dame à venir aux États-Unis pour prendre en fait toutes ces mensurations, enfin ces mesures, pour les reproduire sur le robot. Donc on l'a fait venir à son insu, en fait on est en train de créer son double à son insu, donc vous voyez la malhonnêteté qui est derrière quand même, de prévenir quand même que la personne va avoir un double, mais un double intelligent. Voilà. Donc l'autorisation de céder les droits peut-être est importante, elle est revenue au niveau du discours à de nombreuses périodes. Et donc cette machine ne s'appelait pas un robot non plus, puisque le robot est arrivé, vous l'avez compris, 30 ans plus tard. Donc nos imaginaires, voilà ce qu'ils ont en tête, ce sont des créatures
réellement des créatures mécaniques, des créatures fabriquées par l'humain. Et les créatures, il y a une seule personne qui est capable de donner la vie à des créatures, c'est Dieu. Donc, fabriquer la vie, donner la vie à une machine, c'est un blasphème. Et dans tous nos imaginaires, à cause de ce blasphème, vous avez la punition divine qui va arriver. C'est-à-dire que la créature se retourne contre le Créateur. C'est ça votre punition divine. Vous créez la vie, la vie que vous avez créée va se retourner contre vous et vous serez puni, vous allez le payer cher. Le mythe de Frankenstein, il est là. C'est-à-dire, je donne... Et pourtant, Frankenstein, c'était des tissus humains qui ont été mis ensemble avec une étincelle de vie qui pourtant était censée venir de Dieu. Mais la créature, encore une fois, s'est retournée contre les créateurs. Et dans quasiment tous nos films, les créatures se retournent, sauf quelques-uns. iRobot, par exemple, vous avez quand même... La créature se retourne contre les créateurs, parce que c'est de l'intelligence artificielle globale. Et un robot, donc méthode japonaise, plutôt l'approche japonaise, c'est un robot qui va aider les humains à vaincre la machine, parce que contre la machine, on n'est pas à combat égal. On n'est pas à armes égales. Donc, dans la culture japonaise, vous avez des gentils robots et des méchants robots, et pour combattre les méchants robots, ce sont des gentils robots qui vont aider les humains. Les humains sont en dehors presque du combat. Dans la culture plutôt américaine, Terminator, ce sont les humains qui, grâce à leur force et leur héroïsme, vont réussir à vaincre la machine malgré l'inégalité du combat. Ils vont peut-être y laisser des plumes, peut-être même mourir, mais ils vont vaincre l'ennemi bien plus puissant qu'eux. Donc nos imaginaires, ils sont là, et ils sont extrêmement puissants. Alors, le mot robot, c'est la seule technologie humaine qui sort en fait de la science-fiction. C'est la seule technologie qui a trouvé son nom dans la science-fiction. Ce livre de Karel Capek dont je vous parlais, Rossum Universal Robots, les travailleurs, c'est de la SF. Toutes les autres technologies, elles viennent d'une étymologie un peu plus basique, terre-à-terre ou fondamentale. Alors, je vais vous montrer un exemple à quel point ce mot robot est chargé d'imaginaire. Et pour ça, je prends en exemple les gros titres des journaux. Donc ce qu'on lit, nous, au quotidien. Les journaux, c'est vraiment ce qu'on lit au quotidien. Donc c'est nous qui nous projetons sur cette vision imaginaire, mais c'est aussi toute la culture, notre culture environnante qui se projette dans cette culture. Par exemple, dans les gros titres des journaux, on va voir l'Arabie Saoudite a donné la citoyenneté à un robot humanoïde, Sophia. Vous connaissez tous Sophia ? Il avait fait le buzz médiatique à un moment donné. Il est magnifique, ce robot. Alors, c'est un robot fabriqué par Handsome Robotics. Donc, il a un corps humanoïde. Et le plus spectaculaire, c'est les expressions du visage. Elles sont extrêmement réalistes. Extrêmement réalistes. Donc, Handsome Robotics est spécialisé sur la reproduction des expressions du visage intégralement motorisées. Par contre, ils ont négligé derrière tout ce qui est intelligence artificielle, comportement, la locomotion. Le corps est vraiment basique, il se déplace, c'est très moche. En fait, le reste est très moche. Mais les expressions du visage sont spectaculaires. Et donc l'Arabie Saoudite, c'est le gros titre des journaux, a donné la citoyenneté à un robot. Alors là, on a quand même un petit serment. Avec cette menace presque que le robot va prendre notre place. Donc en pensant ça, on fait une projection de l'intention du robot sur l'humain. En fait, on lui donne des intentions humaines à ce robot. Il veut prendre notre place. Mais un robot, il faut se rappeler que c'est une cafetière, en fait, c'est une machine. Donc mais une machine dont le nom est rempli d'imaginaire. Cafetière, zéro imaginaire. Zéro. Donc on peut faire l'exercice. Au lieu d'utiliser le mot robot, qui est chargé d'imaginaire, on va faire le petit exercice rapidement de remplacer par le mot cafetière qui n'est pas chargé. Vous pouvez prendre aspirateur ou n'importe quelle machine qui vous entoure et qui n'a pas d'imaginaire. Donc l'Arabie Saoudite a donné la citoyenneté à une cafetière. Ça fait beaucoup moins sérieux, ça fait beaucoup moins rêver, ça fait beaucoup moins concurrence. Je veux dire, là, on ne se sent pas du tout menacé. Je veux dire, ok, tu donnes la citoyenneté d'une cafetière, c'est complètement débile déjà, et ça ne fait pas les gros titres des journaux pendant 1 semaine, ou 2 semaines, ou 3 semaines. On prend d'autres exemples, toujours dans les journaux. Un monsieur chinois a demandé en mariage son robot. Alors pareil, sentiment de concurrence, tout ça, pour les femmes, en disant, bah, ça y est, on est remplacé par les machines. Ok, remplaçons. Donc un monsieur chinois a demandé en mariage sa cafetière. Je pense qu'on peut envisager un accompagnement médical. Peut-être. Alors, pourquoi pas demander en mariage une cafetière. Bon. Autre exemple, un hôtel japonais licencie ses robots employés.
Et là, c'est un très bel exemple de choix de vocabulaire qui traduit en fait le projection imaginaire qu'on fait sur ce mot. Si on remplace, donc un hôtel japonais licencie ses cafetières. Or, une cafetière, on ne la licencie pas, on la débranche. Une machine, on ne la licencie pas. Le licencier est un terme humain, c'est un terme social. La citoyenneté, c'est un terme humain, social, de société, en fait, d'identification sociale. La cafetière, on la débranche. Elle n'a pas d'identité sociale. Donc là, on voit bien que le choix du vocabulaire, en fait, montre l'imaginaire qui va accompagner la réalisation de cette machine. Basé sur ces imaginaires, ici, on a un petit souci. C'est que les commerciaux qui vont vendre les robots sont chargés aussi de cet imaginaire. Donc quand ils arrivent avec des machines, ils vendent une réalité, mais pas que. Ils vont vendre aussi, eux, ne connaissant pas forcément, ne maîtrisant pas forcément la technologie, pas tous, hein, mais il y en a qui ne maîtrisent pas forcément cette technologie, donc ils sont chargés culturellement de l'ensemble de cet imaginaire. Ça veut dire qu'ils vont, sans le savoir, vendre du rêve. Et là, il y a, on en parlait tout à l'heure, c'est l'effet waouh qui arrive en premier, parce que c'est quand même des technologies très avancées qu'on a aujourd'hui. Et derrière l'effet waouh, il y a l'effet déception. Et c'est là où il faut réussir à récupérer en fait les personnes qui sont confrontés aux robots pour la première fois et qui étaient sur leurs imaginaires eux-mêmes, hein, et pour passer cette déception et passer sur l'usage de la machine. Le robot n'est pas une créature, c'est une création. Le robot est un outil, et comme tous les outils, il a un usage. Un marteau, vous pouvez le mettre en décoration chez vous si vous voulez l'accrocher au mur, si vous trouvez ça décoratif, mais le marteau a un usage, et si vous le transformez, cette décoration, en utilisation, là, vous voyez le plein pouvoir en fait, de l'usage de l'outil. Le robot, c'est exactement pareil, sauf que le robot, la technologie, elle est arrivée il y a 20 ans en société. 20 ans de vie. En 20 ans, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé. Il a avancé technologiquement, il a avancé au niveau des usages, bien sûr, il a avancé au niveau... Donc, les sociétés est montée en compétences pour pouvoir les utiliser mieux, mais c'est pas encore, on n'est pas encore là. Je donnais l'exemple tout à l'heure qu'actuellement, la robotique humanoïde, on est un peu sur une crête. On ne sait pas de quel côté, pour l'instant, on va tomber. Est-ce qu'il va être accepté parce qu'on voit qu'effectivement, les usages sont appropriés à des situations et on optimise ces utilisations, ou est-ce qu'on décide que finalement, l'humain, c'est bien aussi, et que le robot, on peut maintenant s'en passer. Alors pourquoi je dis maintenant? Parce que dans toutes les expériences que j'ai vues, la technologie a une caractéristique, c'est qu'elle questionne l'humain. Les nouvelles technologies, réellement, quand vous installez un système en fait, dans une entreprise, dans une institution, chez des humains, enfin, elle va questionner en fait, l'usage humain. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Mais une fois que ce questionnement est terminé, peut-être qu'on n'a plus tant que ça besoin de la machine. Et c'est là où il faut regarder, est-ce qu'elle prend sa place à plein, ou est-ce que finalement on accepte de s'en passer et de reconstruire une forme de société plus utilitaire que celle qu'on avait avant que la machine arrive, parce que on avait oublié peut-être de communiquer, on avait oublié de réguler les choses, on avait oublié tout un tas de choses que la machine nous a rappelées. Ça peut être le contraire exactement, hein. Quand je vois les mails, l'usage des mails, par exemple, peut faire l'effet inverse de justement ne plus questionner l'humain, ni sa société. Le robot qui a son corps, qui a une apparence physique, qui fait des choses dans la réalité, le questionnement, souvent, est entier. Regardez les pharmaciens, par exemple, donc dans les robots qu'on ne voit pas, mais si on fait un petit peu attention, on va les deviner quand même. Pas mal de pharmacies ont installé des robots de distribution médicale, c'est-à-dire vous arrivez avec votre ordonnance, vous la donnez au pharmacien, il tapote sur un clavier et vous entendez un pchit, un peu comme dans Brésil, ou le 5e élément aussi d'ailleurs. Vous avez un tube qui arrive, paf, il y a le médicament qui arrive, il prend le médicament, donc il vous le donne, il vous fait signer, il n'a pas bougé derrière l'ordinateur, donc c'est bien. Vous avez un robot de distribution de gestion des stocks, en fait. Donc il y en a beaucoup qui ont installé ça à un moment donné, c'était la grande mode, ça a coûté cher pour eux. Donc discutez un petit peu avec les pharmaciens, vous verrez, mais à peu près 80% des pharmaciens ont abandonné leur robot au bout d'1 an, pas beaucoup plus. Ils ont fini par l'abandonner. Déjà parce qu'à l'entretien, à l'achat, ça coûte cher déjà. À l'entretien, ça coûte très cher. Et au final, ils se sont dit que c'était pas si gênant que ça d'aller chercher ça dans les étagères, de faire l'aller-retour dans les étagères par rapport au prix d'investissement qu'ils ont mis sur ces machines encore un peu trop fragiles. Donc c'est intéressant de voir que des gens s'essayent quand même à ces technologies, des gens qu'on connaît ou des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'à un moment donné,
c'est sympa, mais ça ne transforme pas l'essai. Et la question est de savoir à quel moment on va pouvoir effectivement transformer l'essai. La transformation d'un essai, au niveau robotique, les robots humanoïdes, les robots sociaux, donc robot social, c'est quoi? C'est un robot qui est fait naturellement pour interagir avec les humains. Donc, peut-être que l'humain va ressentir beaucoup d'émotions, le robot, a priori, ne va pas ressentir d'émotions. On peut programmer des réactions, mais pas forcément... Est-ce que c'est des émotions? Après, donc je laisse les spécialistes du domaine définir les appellations exactes. L'intelligence existe-t-elle? Ça fait plusieurs siècles qu'on y réfléchit. Mais ça ne sera pas la même chose que l'humain. Voilà, il y aura quelque chose, on va programmer quelque chose qui sera différent de l'humain, et il faut faire peut-être attention aux mots qu'on choisit sur ce quelque chose, en fait. Peut-être faudra-t-il créer un vocabulaire complètement différent pour montrer qu'en fait, on fait une projection sur la machine, mais que cette projection, la machine ne ressent pas comme l'humain. C'est pas la même chose. Par contre, la machine a un impact sur le système cognitif humain, et c'est là où c'est intéressant. Alors, quel impact? Quand on regarde un robot, quand on discute avec un robot, quand on utilise un robot pour discuter avec quelqu'un d'autre, d'accord? Donc il y a plusieurs approches. Dans les approches, vous avez soit le robot compagnon. Le robot compagnon a été mis en place dans les années 90 par une chercheuse anglaise, Kerstin Daughtenham. Kerstin Daughtenham a travaillé avec des autistes et elle s'est rendue compte qu'ils avaient une affinité extraordinaire avec l'électronique en général. Donc elle a lancé ce programme européen, Aurora, qui a fabriqué 4 plateformes robotiques. Alors les années 90, il n'y avait pas de robots en vente. D'accord, 90, si vous vouliez un robot, il fallait connaître un laboratoire ou une entreprise qui fabriquait des robots, donc il n'y avait pas beaucoup à l'époque. Ça coûtait très cher. Et ce programme Aurora a fabriqué 4 plateformes robotiques. Un petit garçon, donc il ne marchait pas, le robot, il était assis, mais il avait quelques expressions du visage. Un petit garçon, une petite fille, et 2 véhicules. Un véhicule neutre, complètement neutre, comme un véhicule robotique normal, et un véhicule où il y avait des yeux, un petit peu de dessin animé, vous savez, pour essayer de représenter un petit peu l'humain, la caricature vivante. Et elle a mis à disposition ces plateformes pour que des chercheurs à l'international puissent commencer à travailler avec les mêmes plateformes robotiques dans le cadre de l'autisme et étudier différentes fonctions, de voir comment la robotique pouvait améliorer ces différentes fonctions. L'apprentissage, la concentration, le soin aux objets, mais les fonctions étaient vraiment séparées les unes des autres. Il n'y avait pas de vision globale ici. Voilà. Et Kerstin Daughtenham donc, a formulé le concept du robot compagnon. Le robot compagnon, c'est celui de nos imaginaires. C'est l'interlocuteur mécanique de nos films. C'est quand on voit imagine un barman robotique dans les films, c'est celui qui va demander si vous en vouliez d'autres, etc., avec différents niveaux d'élaboration. Moi, je me suis toujours dit que si je faisais un barman robotique, justement pour bousculer un petit peu ses imaginaires, je lui ferais cracher les glaçons dans le verre. Imaginez un humain qui fait ça, mais si vous voyez, là c'est un robot dont on parle, c'est une machine, donc qu'il le crache ou qu'il le fasse sortir d'un tube, pour lui c'est pareil. Vous voyez, c'est pas le même. Mais si vous le voyez cracher, vous allez imaginer que c'est un humain, une créature de sang, de chair, qui est en train de faire ça, et non, ça va pas, quoi. D'accord? Donc, bousculer les idées reçues, c'est aussi créer des situations où on va remettre cette machine à sa place d'outil. Est-on pour ou contre cet outil? C'est difficile à dire. Il faut qu'on avance un petit peu aussi cette réflexion du pour ou contre. Donc voilà, donc Kerstin Daughtenham arrive avec son robot compagnon. Le robot défini comme un acteur social. C'est votre interlocuteur mécanique qui va se comporter comme un humain. Elle avait l'intention de remplacer les thérapeutes par le robot. C'était ça l'acteur social que ça donnait. Et rappelez-vous cette petite concurrence que vous sentez quand on dit « je donne la citoyenneté à un robot », vous vous sentez quand même questionné en tant qu'humain. Alors questionner quoi? Parce que Karel Capek, quand même, ces robots, travailleurs manuels, ils remplaçaient l'humain dans une partie de la société. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de détruire les humains dans la pièce de théâtre. C'est que dans leur définition, il n'y avait rien de personnel dans cette destruction, c'était tout amical. Dans leur définition, en fait, de l'utilité, c'était faire quelque chose qui a un impact voulu. Et l'humain n'avait plus besoin de travailler. Donc l'humain est devenu quelque part oisif. Donc dans leur définition de la machine utile, en fait, le robot a vu l'humain comme un parasite. Il n'était plus utile.
socialement. Et ils ont décidé d'éliminer cette société humaine. C'est les robots de CAPEX, c'est très noir hein, comme pièce. Et ils tuent les humains, ils tuent les humains, ils tuent les humains. Et ils arrivent au dernier homme humain vivant. Et là, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus évoluer. Et ils se disent, en fait, c'est les humains qui... Enfin, ils arrivent à comprendre que c'est les humains, en fait, qui les font évoluer. Donc, hop, ils s'arrêtent sur le dernier homme en disant, bah, toi, t'es un homme, tu vas nous faire évoluer. Donc, c'est pas très bien compris le concept des compétences, mais... et l'homme leur répond en disant, bah, ok, vous me trouvez une femme, et je vous fais évoluer. Les robots cherchent partout, ils ne trouvent pas de femme, donc impasse des deux espèces que je mets entre guillemets, hein, puisque là on parle à la créature, alors qu'en fait le robot est une création, et c'est peut-être là l'erreur qu'a fait Capek. Impasse, puisque ne trouvant pas de femme, l'homme ne les fait pas évoluer. Il se trouve que c'est un ingénieur robotique, l'homme en question, hein, donc il aurait pu. Et de l'autre côté, l'homme ne trouvant pas de femme ne peut pas relancer la société humaine. Voyez, impasse finale. Donc la punition divine, la créature qui se retourne contre le créateur. On est toujours dans ce schéma-là. Voilà. Donc le robot compagnon, il est censé remplacer l'humain. Remplacer quoi? Mais pourquoi remplacer? De quoi on parle? Donc là, allons voir un petit peu l'humain, parce que la machine, elle ne va pas nous donner la réponse. Allons voir l'humain. L'humain est défini en fait par une enveloppe cognitive. L'enveloppe cognitive ne peut pas forcément quelque chose de palpable. Hein. C'est pas comme si vous étiez dans une... Alors, si, c'est un petit peu comme si vous étiez dans une bulle, mais elle est difficile à concevoir complète. C'est une enveloppe qui va gérer le flux entre l'extérieur et l'intérieur. Donc cette enveloppe va vous définir et vous voyez une limite entre votre intérieur et votre extérieur. Donc à l'intérieur, c'est connu, c'est maîtrisé, c'est vous. D'accord, vous savez ce qui se passe à l'intérieur. À l'extérieur, c'est l'inconnu, c'est le non maîtrisé, c'est accepté tel quel. Donc cet ordre des choses fait que vous êtes proprement identifié en fait en tant qu'individu. Et il y a un flux entre l'intérieur et l'extérieur sans arrêt. Donc l'intérieur peut impacter l'extérieur, vous avez un impact sur votre environnement, et l'extérieur peut impacter l'intérieur, donc ce qui vous entoure peut avoir un impact sur ce qui vous définit. Donc je parle de structure, et dans cette structure, il y a une dynamique, un mouvement qui va se mettre en place. La structure, c'est rigide, à l'intérieur, il y a un mouvement qui va se mettre en place. Si cette enveloppe est mal définie, c'est le cas de l'autisme, par exemple, donc elle est trop fine, elle laisse trop passer de l'intérieur à l'extérieur, le flux est trop grand, ou elle est trop épaisse, le flux est trop faible, auquel cas il y a une rigidité. D'accord, si le flux est trop grand, vous avez une instabilité de personnalité, et si le flux est trop rigide, vous êtes perméable à l'extérieur. Vous voyez, il y a les deux extrêmes, et c'est un équilibre qui est extrêmement subtil. Donc ce qui définit l'humain, c'est ça. Et cet humain, socialement, il est aussi défini. Alors il est défini par quoi? Il est défini par sa contribution au fonctionnement social. Depuis le début de la société, l'homme existe par sa contribution au fonctionnement de la société. Il est défini comme ça. Une des questions que toute culture confondue on pose à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Toute culture confondue, humaine. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, peu importe la forme de la question. Sous-entendu, qu'est-ce qui vous identifie officiellement comme membre légitime de la société? Quelle est votre contribution au fonctionnement de la société? Toute culture humaine confondue. Les Japonais aussi, même si c'est notre planète. En Afrique, sur l'Amérique, l'Europe, tout le monde, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ça arrive très rapidement. Alors certains demandent le nom en premier pour l'identification, mais très vite, on vous demande ce que vous faites dans la vie. Quelle est votre contribution dans la vie? Si vous n'avez pas de contribution officielle ou pas mal reconnue dans la vie, vous allez sentir un espèce de malaise. Une personne qui est au chômage depuis 6 mois, en France, elle n'aime pas qu'on lui pose la question. Malaise. D'accord. Alors, bon... Voilà, non-contribuant social, donc non-identifié social. Là, on est en train de fabriquer des machines destinées à nous soulager de notre contribution sociale. Elles vont faire les choses à notre place, c'est le but. C'est le but, et c'est un but magnifique, c'est un chef-d'œuvre qu'on est en train de faire. On arrive à un niveau de technologie si avancé que nos machines vont s'affranchir à notre place de nos obligations sociales. On devrait tous célébrer cette situation. Or, on se sent en concurrence parce que, en fait, si les machines font les choses, contribuent au fonctionnement social à notre place, ça veut dire qu'elles sont en train de prendre notre place. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comment on va répondre à cette question? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Si c'est les machines qui le font,
on ne peut plus baser ça en fait comme fondement de la société. Vous avez ici un changement de paradigme majeur qui est extrêmement complexe. Mais si les machines s'affranchissent à notre place du fonctionnement social, ça veut dire que socialement, c'est elles qui prennent notre place. Et le sentiment de concurrence, il est là. Il est exactement à cet endroit-là. C'est que nous, culturellement, on s'identifie par ce qu'on fait, la contribution qu'on va donner à la société. Or, cette contribution, on est en train de la transmettre à nos machines. On est entre deux mondes. Entre le monde, l'ancien monde de l'humain défini par sa contribution sociale et le nouveau monde de l'humain autre, assisté par son avancée technologique. On est entre les deux. Alors vous avez certaines choses qui appartiennent à l'un monde, certaines choses qui appartiennent à l'autre monde. Mais il y a de nombreuses questions qui arrivent derrière, au niveau sociétal, c'est-à-dire, ok, donc les machines font ça, donc premièrement, philosophiquement, par quoi on remplace la contribution de l'humain pour l'identifier socialement? Parce que si vous êtes mal identifié, ça génère des angoisses très fortes. Donc qui dit angoisse dit peut-être violence, renfermement sur soi, tout un tas de réactions en fait, qui ne sont pas forcément désirées au niveau social, en tout cas qui vont vous empêcher de communiquer normalement. Donc par quoi on remplace ce lien? Ce lien est à créer, par contre il faut commencer à en discuter. Là, il y a d'autres questions qui peuvent découler de cette situation. C'est, alors, si l'humain est défini, son identité sociale est définie justement par sa contribution au fonctionnement social, tout le lien social, le lien entre les humains, repose en fait sur la dépendance à la contribution des autres. Vous allez parler à votre boulanger parce qu'il va vous vendre le pain. Vous allez parler à un tel parce qu'il vous donne ça. Vous me parlez à moi parce que je vous donne ça, ou je vous parle à vous parce que vous me donnez ça. Enfin, tout est basé en fait sur un échange de contribution, une dépendance même à la contribution des autres membres de la société. Si la machine s'affranchit de cette contribution sociale, quid du lien social? Si notre dépendance à la contribution de l'autre devient une dépendance à la contribution de la machine, finalement, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de discuter avec les humains. Donc ça soulève d'autres questions en fait, au niveau société et évolution qu'il faut aborder à un moment donné. Donc le pour ou contre, vous voyez, le pour ou contre la machine, là, pareil, on se dit, bah, à la limite, c'est plutôt contre de ce qui vient d'être dit, parce que il faut que l'humain reste identifié. Non, il faut que l'humain évolue, mais par contre, il faut juste proposer des solutions d'évolution. Alors les solutions d'évolution actuellement, c'est plutôt monétaire, par exemple. D'un cadre de valeur, on va passer à un cadre monétaire, sachant que la gestion de l'économie actuelle est dans le monde de la machine, elle n'est déjà plus à l'échelle humaine. D'accord, il y a une différence d'échelle de fonctionnement entre la machine et l'humain, qui est très différente entre l'échelle biologique, temporelle et opérationnelle, et l'échelle artificielle, temporelle et opérationnelle. Elles sont complètement différentes. Mettre les deux dans un même environnement est une hérésie, quelque part. Il faut absolument les séparer. Et dans le monde de demain, moi, ce que je vois, c'est un monde où les machines ne seront pas visibles. Elles vont faire les choses, mais discrètement. On ne les verra pas. Alors, quid des robots sociaux? Peut-être que les robots sociaux resteront, parce que justement, ils sont là pour faire l'interaction entre le monde de l'humain et le monde de la machine. Voilà. Voilà, bon, il y a d'autres questions économiques, hein, puisque j'ai abordé le sujet. Qu'est-ce qu'on fait des richesses générées? Comment on redistribue les richesses générées par la machine? Voilà une autre question sociale qui, pour l'instant, n'a pas de réponse parce que les éléments n'ont pas été posés clairement à l'étude des philosophes. Voilà, donc Kerstin Dartenham nous a défini le robot compagnon, l'interaction sociale, le remplaçant de l'humain, le remplaçant du thérapeute dans le cadre de l'autisme. Et c'était réellement ça le mot. On y a cru. On y a cru avec les autistes. Les résultats étaient extraordinaires. L'autiste allait parler au robot alors qu'il ne parlait pas à l'humain. Il répondait aux sollicitations du robot alors qu'il ne répondait pas à celles du thérapeute. Tout le monde y a cru. Ça a duré 20 ans. En 2014, on s'est rendu compte qu'on était dans une impasse. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Pourquoi une impasse? Parce que tout simplement, l'enfant, oui, répond à la machine. Mais ce qu'on voulait, c'est qu'il réponde à l'humain. Et comment on fait pour obtenir la même réaction avec l'humain qu'avec la machine? Eh ben, on n'avait pas cette transformation. On a marqué l'essai, mais on n'a pas transformé l'essai, en fait. Donc oui, il y a des réactions positives, mais ils ne parlent toujours pas aux humains. Voilà. Donc les robots ont failli disparaître à ce moment-là. Et quand moi j'ai proposé cette approche de robotisme, autisme, en 2014,
l'usage du robot a complètement été retourné, dans le sens où le pari de départ, c'est que l'autiste serait en mesure de programmer le robot. Les pédopsychiatres ont dit qu'ils savaient, 2 ans plus tard, hein, ils ont dit on savait qu'ils ne pouvaient pas le faire. C'est pas on croyait, hein, on savait qu'ils ne pouvaient pas le faire. Eh bien, 100% de résultats positifs, ils ont réussi à le faire, tous, quelle que soit leur position dans le spectre de l'autisme, ils ont tous réussi à le faire. Parce qu'ils avaient tellement envie de le voir parler, ce robot, mais s'ils ne tapaient pas le texte, le robot ne disait rien. Donc, ils ont dû taper le texte. Ils n'avaient, au début des programmes d'accompagnement qu'on fait, que quelques secondes d'affilée de concentration. Et leur concentration en quelques heures passe à 1 heure. Et en 1 heure, vous pouvez commencer à tenir une conversation, à apprendre un alphabet, à apprendre des tables, à apprendre des choses à l'école. 1 heure de concentration, ça commence à être utile, donc c'est pas mal. Mais en tout cas, leur motivation, leur automotivation pour faire parler le robot était tellement forte, en fait, qu'ils ont commencé en fait, à se resocialiser. Et là, grande question en disant, OK, le résultat est spectaculaire, c'est 100% des autistes, 48 enfants, hein, 48 adolescents ont été accompagnés, 100% de réussite, mais sur quel bouton cognitif de l'humain a-t-on appuyé avec ce robot pour avoir de tels résultats? Qu'est-ce qui fait qu'une motivation comme ça peut être transformée? Sachant qu'avec le robot compagnon, ces résultats, alors il y avait l'attrait, il y avait le désir d'interaction, mais il n'y avait pas le remplacement du robot par l'humain, c'est-à-dire on n'avait pas la même chose avec l'humain, on n'arrivait pas à l'avoir. Impasse. Là, brusquement, on a des jeunes qui se redéfinissaient en fait, au niveau cognitif. C'est le premier terme qui a été utilisé. Et qui, socialement, on observait une stabilisation et une capacité à créer des interactions et à vouloir des interactions, à désirer des choses, à se projeter dans le futur, ce qui, pour des autistes, n'est pas une situation facile. Donc, qu'est-ce que le robot fait à l'humain pour qu'on puisse bénéficier d'une telle transformation des gens qui leur permet en fait de se socialiser alors que quelques mois plus tard, quelques semaines plus tôt, ils n'en étaient pas capables. Eh bien, en fait, l'expérience a montré... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de robotisme, parce que déjà, je vais m'arrêter parce que vous avez probablement des questions, mais ce n'est pas la question ici. Ce que je voulais aborder comme point, c'est que notre technologie réelle, elle va avoir dans la société, Nao par exemple, le robot Nao qui est utilisé pour cette expérience, il a commencé à être vendu en 2009. Donc on a une société qui n'a pas 20 ans, on a une technologie qui n'a pas 20 ans de maturité. Et ce que ça a montré donc en 2014, ce bousculement dans les usages qui a eu un grand impact sur les utilisations qui ont suivi, donc le robot n'est pas parti à la poubelle. On a remis un petit peu quelques petites choses sur la table. Mais en tout cas, ça veut dire que on n'a pas encore découvert tous les usages qu'on pouvait faire de cette technologie. Ce qui est sûr, c'est que la projection qu'on fait de nos imaginaires n'est peut-être pas la meilleure manière d'utiliser la technologie pour qu'elle ait les meilleurs résultats désirés. La première question qu'il faut se poser quand on utilise un robot, peut-être, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut en faire. Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? Par exemple, en éducation, vous allez utiliser un robot pour améliorer quoi? L'apprentissage du français. Ce que vous mesurez, ce n'est pas l'attrait de l'élève vers le robot. On s'en fiche quelque part. C'est est-ce qu'il a progressé ou pas dans l'apprentissage du français. Et ici, on est réellement dans les usages et savoir comment on va l'utiliser. Donc plusieurs usages ont été proposés. Je vous ai parlé du robot compagnon, l'interlocuteur mécanique. Et je vous ai parlé aussi de la prothèse robotique, c'est-à-dire celle que les enfants autistes ou d'autres personnes allaient programmer pour s'exprimer au monde. On a retourné complètement l'usage du robot ici, qui devient une espèce de prothèse en communication. Et donc entre ces deux usages, il y a un monde qui définit soit, dans le cas du robot compagnon, le robot comme un acteur social, la machine comme un acteur social, soit dans le cas du robot extension en fait, que le jeune va programmer, on redéfinit l'humain comme un acteur social. Vous voyez la vision philosophique en fait, qu'il y a derrière et l'impact que ça peut avoir en fait, sur les comportements humains. Donc là, il faut se rappeler, le robot, c'est une machine, c'est un outil. On fait le petit exercice de la cafetière pour vérifier si on n'est pas en train de mystifier un petit peu cet outil dans nos imaginaires. Ou quand on écoute quelqu'un qui parle de robot dans une émission de radio, hop, on remplace robot par cafetière ou par un autre mot. C'est très facile comme exercice et ça permet de voir si les phrases font sens, c'est que la personne sait de quoi elle parle.
Si ça ne fait pas sens, bah, le monsieur a demandé son robot au mariage, blablabla, sa capture en mariage, vous voyez. Si ça ne fait pas trop sens, bah, c'est que là, on est un petit peu amené dans un discours de science-fiction. Alors, je vais quand même répondre pour conclure à cette question, êtes-vous pour ou contre les robots? Alors, cette question n'a pas de sens, en fait. Elle est très mal posée. C'est un petit peu comme le dilemme dont on parlait tout à l'heure de qui la voiture automatique va-t-elle choisir d'écraser si jamais il y a un bug? Bah, s'il y a un bug, déjà, elle ne choisit pas. Donc, bon, c'est réglé. Alors, pour ou contre les robots? Êtes-vous pour ou contre le jour qui se lève à 7 h du matin? Alors, certains vont être pour, d'autres contre. Les agriculteurs sont contre parce que ils n'ont pas la lumière pendant la nuit alors qu'ils aimeraient travailler pendant la nuit. Ceux qui travaillent la nuit en hôpital ou des choses comme ça, bon, ils vont être contre aussi parce que ils aimeraient bien qu'il n'y ait pas de lumière en fait pendant le jour pour pouvoir dormir par exemple, pour pouvoir faire autre chose. Donc pour ou contre le lever du jour à 7 h du matin, donnez votre opinion, c'est bien. Par contre, ça ne résout pas votre problème. C'est-à-dire, le fait d'être pour ou d'être contre ne va pas vous permettre d'avoir de la lumière pendant qu'il fait noir ou de l'obscurité pendant qu'il fait jour. Exprimer une opinion comme ça, je suis pour ou contre quelque chose, ne vous permet pas de résoudre votre problème. Ça ne permet pas de créer des stores qui vont vous abriter de la lumière pendant le jour et de fabriquer des ampoules qui vont vous donner de la lumière pendant la nuit. Donc être pour ou contre la technologie, être pour ou contre les robots n'est pas la question bien posée qu'on devrait avoir dans les émissions en fait, philosophiques qui parlent du sujet. Alors, là, c'est là où je vais vous laisser un petit peu sur votre faim, donc vous pourrez le questionner plus tard, mais on peut en discuter ensemble. Quelles questions faudrait poser à la place? Eh bien, comment on fait quand on est contre, en fait, pour résoudre notre problème? Comment on fait quand on est pour? Alors, quand on est pour, il n'y a pas de problème, hein, parce que ça se passe bien. Mais repensez, retranscrivez par exemple avec le coup du jour qui se lève ou de la nuit qui est là. Pareil pour les robots, c'est-à-dire quand on est contre, ça génère un problème. Comment on résout ce problème? Le fait d'être contre n'aide pas à le résoudre. Voilà, il faut trouver une solution et là, on est tous au travail pour essayer de justifier l'utilisation de cette technologie en société. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Sophie pour cette conférence, cette excellente conférence. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Olivier. Est-ce qu'on peut régler cette question du point de vue global sur l'humanité ou elle peut différer de différentes sociétés, puisque le rapport avec la robotique est différent au Japon, en Europe ou aux États-Unis. Je prends l'exemple de là où je travaille, par exemple à Angoulême, où la société, l'un des fleurons de la conception de moteurs en France, qui s'appelait Leroy Sommer, qui a été racheté par des Japonais. Ils ont introduit justement des robots dans l'usine et ils sont revenus un an après et ça s'est très mal passé parce qu'en fait les Français ont remplacé l'homme par la machine et les Japonais ils ont dit mais c'est pas ça qu'on vous demandait, on vous demandait de mettre de la robotique pour vous aider mais pas pour vous remplacer. Vous n'avez pas compris à quoi servaient les robots. Et donc je pense que la question, c'est ou la réponse, je pense qu'elle va différer des sociétés et des peuples qui abordent cette question. C'est peut-être une question de maturité aussi sociale, parce que alors dans l'esprit des Japonais, le robot ils sont très très loin du mythe de Frankenstein. Le robot est une machine fabriquée pour amuser l'homme. Et si un jour il y a un méchant robot qui va tuer les hommes, il y aura toujours un bon robot pour défendre les hommes. Et dans toutes leurs animations, les films, tout ça, vous avez toujours un combat à armes égales. C'est pas l'humain qui combat le robot. Alors que nous, on est dans l'espèce de conflit chrétien, d'avoir offensé le Dieu et le Dieu qui nous punit de ce qu'on a fait en fait. Donc c'est peut-être une question de maturité et de communication. Maintenant, on a différents modèles qui existent dans différents pays.
Et avec l'internationalisation, on est capable d'aller voir dans les différents pays ce qui se passe. Je me rappelle quand la fabrication des robots humanoïdes, Nao, par exemple, il a commencé par un petit modèle qui a eu beaucoup de succès. Et le directeur de l'entreprise s'est dit que changer d'échelle pour avoir un humanoïde de taille intermédiaire ou grande, une fois qu'il avait résolu le problème du petit robot humanoïde, ne posait pas de problème. C'était pas un mécanicien, hein. Donc il n'avait pas de notion de dynamique. Et fatale erreur, alors que les autres pays avaient déjà réalisé ça depuis pas mal de temps. Tous ceux qui ont travaillé sur des humanoïdes de taille humaine se sont rendus compte que les effets dynamiques ne sont plus négligeables et que donc la puissance de calcul nécessaire pour calculer ne serait-ce que l'équilibre de ce robot en fait, n'est plus du tout la même dans un robot de petite taille ou un robot de grande taille. On a l'exemple même au Japon entre Curio, c'est Curio, et le HRP2, donc différence de taille. Pas du tout les mêmes effets dynamiques qui sont derrière. Je me suis éloignée de la question qui était... Ah oui, le remplacement des humains. Je pense que c'est juste éducation. C'est vraiment une montée en compétence des populations pour leur montrer quoi faire. Le problème, c'est que les Japonais, il faudrait qu'ils viennent ici et qu'ils expliquent et qu'ils forment à cet usage spécifique de la robotique comme assistant et non pas comme remplaçant. Maintenant, c'est pas le réflexe en France, hein. Quand on met un robot, en général, c'est qu'il y a des humains qui vont sauter, quoi. C'est rarement autre chose. Peut-être que c'est en train de changer. Je sais pas, vous avez des exemples autres dans les industriels, enfin... Je t'emmène un micro. Oui, en fait c'était même sous forme un peu de question, hein. C'était pas forcément une affirmation que j'allais apporter. C'est qu'en fait, on a beaucoup d'échanges avec les industriels sur la place du robot, notamment le robot qui pourrait remplacer l'homme, enfin l'humain, l'opérateur, l'opératrice. Mais en fait, il n'y a pas en ce moment encore une vague de robots partout dans les industries. Et pourtant, j'ai l'impression que la question du non-remplacement, mais plutôt avoir une machine qui aide, donc un cobot, est déjà très présente, alors que et j'ai l'impression qu'on ne sera même pas passé par la phase du remplacement total. Et donc je pense que en fait c'est quand même en bonne voie. Moi donc j'anime un cluster robotique, donc un regroupement d'entreprises robotiques pour la région. Et j'ai très peu, enfin c'est arrivé il y a très longtemps, des gens qui m'appelaient en me disant je vais prendre des robots, j'en peux plus de mes salariés, je vais te remplacer. C'est arrivé 2 fois, je pense que c'était des mauvais, quoi. Et je pense qu'ils sont plus entrepreneurs, que tout a coulé depuis. Enfin, je veux dire, ils avaient d'autres problèmes, je veux dire, de management que le souhait d'aller vers la robotique. Et tous les autres, en fait, c'est très rare. J'ai pas un industriel qui me dit je vais remplacer les humains par des robots. Au contraire, ils disent j'aimerais faire venir plus d'humains, plus d'opérateurs, plus d'opératrices. Comment les séduire? Peut-être qu'en mettant des robots, paradoxalement, et des cobots, peut-être que je vais les séduire avec le poste de travail et il sera plus attractif comme ça, quoi. Donc j'ai l'impression que la réflexion va plus vite encore que l'arrivée effective des machines. Je pense qu'on entend souvent ce discours, je ne vais pas remplacer les gens, je vais faire une partie de leur travail. Et ce travail qui était équilibré entre des tâches où on ne réfléchissait pas, des tâches où on faisait des choses mécaniques, bon, on va concentrer le travail sur les choses qui demandent de la concentration, Oui. des prises de décision. Et je pense qu'on va construire plus de burn-out et plus de souffrance au travail Oui. parce qu'on aura enlevé certaines tâches, certes bêtes, mais qui nous permettent, dans un environnement protéiforme de la journée, Toujours des effets de bord à toute innovation, soit positive ou négative. Alors c'est un travers qui est observé effectivement actuellement, c'est-à-dire qu'en enlevant toutes les tâches de base, avant une personne qui nécessitait une puissance intellectuelle pouvait se reposer en faisant les tâches de base. Aujourd'hui, elle doit faire sa puissance intellectuelle en permanence. Et en fait, ça l'épuise. C'est ça le principe du burn-out. En fait, c'est l'épuisement parce que les petites tâches sont prises, en fait, ne sont plus à faire. Alors, comme autre exemple de remplacement humain, l'entreprise Fanuc, donc qui fabrique des robots japonais, qui est au pied du mont Fuji. Il y a un humain dans l'entreprise qui est au pied du mont Fuji, et qui est celui qui est un peu au-dessus et qui est capable d'appuyer sur le bouton rouge si quelque chose se passe mal. C'est un gardien, quoi. En fait, c'est même pas un technicien, c'est un gardien. Et il n'y a que des robots dans cette entreprise qui fabriquent des robots.
Donc des robots qui fabriquent des robots, on retrouve cette phrase dans iRobot, hein, justement. Est-ce que c'est pas ce jour-là où on a fait une bêtise? Les robots qui fabriquent des robots. Voilà. La question est restée sans réponse non plus, quoi. Il y a beaucoup de questions sans réponse actuellement. L'art du questionnement, en fait, on aurait besoin que nos philosophes réellement s'affirment à nouveau sur la scène publique, parce que l'art du questionnement, c'est la philosophie. C'est eux qui vont réussir à poser les bonnes questions qui nous feront avancer intellectuellement. Maintenant, quand on lit un livre comme Ignis, tous les problèmes d'écologie, de fin du monde qu'on mentionne actuellement avec la technologie, ou tous les problèmes modernes, en fait, c'était il y a 1 siècle et demi, vous les trouvez dans le livre. Et philosophiquement, on a l'impression qu'on n'a pas avancé philosophiquement depuis 1 siècle et demi, en fait, sur les questions, la forme du questionnement. Or, si effectivement on change de paradigme social, va peut-être falloir commencer à s'en inquiéter. Donc à réfléchir. Alors à titre d'exemple, de paradoxes qui peuvent apparaître. Prenons un métier, prenons l'éditeur, un éditeur de livres. Donc un éditeur, c'est tout un métier avec une grosse interaction avec des auteurs, des humains. Toute une chaîne en fait, de fabrication qui va depuis la création de l'idée en fait, jusqu'à sa commercialisation et la lecture et le lecteur. Donc vous avez des chaînes, des humains à plusieurs endroits, du côté des créateurs et du côté des acheteurs. En fait. Si cet éditeur vit sur l'ancien temps, et vraiment là je mets l'ancienne échelle de temps, je rappelle-vous, la machine et l'humain, ce n'est pas les mêmes échelles, ni temporelles, ni opérationnelles, ni évidemment organiques, hein, ce n'est pas les mêmes échelles. Donc si économiquement aujourd'hui, il va falloir qu'il adapte en fait son entreprise. Qu'il adapte à quoi? Quand vous regardez bien, vous avez ChatGPT, est-ce qu'il n'est pas capable, en quelques secondes, un certain nombre d'ouvrages inédits, a pris sur les bases de ce qui a déjà été créé finalement. Mais ça peut durer longtemps, hein, c'est-à-dire on a tellement de créations depuis le culturel en fait qu'il pourrait s'en inspirer pendant des dizaines d'années, enfin suffisamment longtemps jusqu'à la fin de l'entreprise. Donc s'il veut vivre avec son temps, en fait, c'est ça qu'il devrait utiliser pour produire suffisamment d'ouvrages pour avoir une rotation rapide, sans avoir, en s'affranchissant, je veux dire, de la gestion des humains et de la difficulté qui va avec, sans peut-être même avoir à payer. Donc au niveau économique, en fait, il peut se basculer comme ça dans la nouvelle échelle. Mais si quelqu'un apprend qu'il fait ça, le reste de la société, en fait, est toujours sur l'ancien modèle. Donc on lui demande de garder les humains pour le respect des humains, alors que l'économie lui demande d'utiliser la machine pour le respect de l'économie. C'est paradoxal. Il y a plein de métiers comme ça qui vont être paradoxaux entre deux mondes. C'est vraiment entre deux mondes, entre l'ancien qui fonctionne sur l'humain et sa contribution, et le nouveau, en fait, qui exploite la possibilité de la machine. Donc c'est assez intéressant hein, comme période, si on prend un petit peu de recul et qu'on ignore les souffrances que ça peut créer. C'est finalement une période extraordinaire qu'on est en train de vivre. J'ai une autre question ici. La question, on est déjà un peu en train d'en parler là, je pense. Mais donc on dit que les machines, elles peuvent faire peur parce qu'elles peuvent donner l'impression qu'elles vont nous remplacer. Et en fait, donc se joue notre identité sociale. Est-ce que la question, c'est la machine et ce qu'elle fait, ou est-ce que c'est pas plutôt, aussi en tout cas, le fait que notre identité sociale tient à notre contribution productive à la société? Est-ce que les machines, elles viennent pas interroger ça aussi, pour le meilleur, pour le pire, je sais pas. Mais... C'est exactement ce qu'elles interrogent, et c'est peut-être le nœud de la question. C'est-à-dire, elles ne sont pas en train de nous remplacer, elles sont en train de nous affranchir de notre contribution sociale. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que demain, ça ne veut pas dire qu'on va rien faire, en fait. C'est ça qu'il faut... on a créé d'autres machines qui ont fait ça déjà, et on ne s'est jamais dit ouh là là, ça y est, j'existe plus. Vous voyez, on ne s'est jamais dit ça. Mais le robot, il a une puissance imaginaire que les autres machines n'ont pas. Prenons la machine à laver. Donc il y avait des lavandières avant. Elles ont toutes disparu, ça n'a gêné personne. Voilà. Qui aujourd'hui rendrait sa machine à laver? Imagine demain, on dit ok, les machines à laver ont piqué la place des lavandières, on enlève toutes les machines à laver des maisons. Ça risque d'être difficile de revenir en arrière. Le robot, il va faire la même chose, c'est-à-dire il va s'affranchir d'une tâche qu'un humain ou que des humains avant accomplissaient. Mais c'est pas grave, et c'est plutôt même un progrès en fait. On va dire que c'est un progrès comme la machine à laver est un progrès.
ou les autres machines. Hein, je pense à l'ascenseur, par exemple. Alors, ça n'a pas forcément remplacé des humains, mais ça a permis de faire monter des immeubles un peu plus haut ou de faire d'autres choses. Donc le robot va nous affranchir de notre contribution sociale. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien, au même titre que vous pouvez laver votre linge à la main, même si vous avez une machine à laver. Vous pouvez prendre l'escalier, même si vous avez un ascenseur. Vous avez le choix. Là, le problème de l'alternative est peut-être à questionner. C'est-à-dire qu'actuellement, quand on met une machine quelque part, il n'y a plus d'alternative. Donc si la machine tombe en panne, en fait, il n'y a pas de sécurité derrière. Les autres machines, ascenseur ou escalier, toujours la sécurité en place. Mais là, dans beaucoup de systèmes, il n'y a pas d'alternative et ça, peut-être, c'est problématique. Par contre, demain, donc, vous n'aurez plus besoin de travailler. Les machines vont le faire. Donc, vous n'avez plus besoin de travailler. Mais ça veut dire que vous allez vous-même changer en fait, de manière de penser en faisant des choses, mais sans l'obligation de les faire derrière. Vous pouvez choisir ce que vous voulez être. Vous pouvez changer, et puis ça veut dire qu'il y aura du changement. C'est-à-dire, par exemple, pendant 5 années, vous allez être ébéniste, parce que vous avez envie de fabriquer des choses en bois. Et puis un matin, vous allez vous lever en disant j'aimerais bien plutôt faire autre chose. Hop, vous changez de métier. Pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors, c'est plus un métier, hein, c'est une activité. Une activité sociale qui peut être vue comme un loisir, puisque si vous décidez de ne pas aller travailler demain, en fait, les machines vont prendre le relais et vous remplacer, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez faire des choses. Par contre, vous avez la liberté de choisir si vous les faites ou si vous ne les faites pas. Donc c'est intéressant. C'est intéressant comme questionnement, en fait, avec la machine. Alors, un petit commentaire. D'abord, merci pour votre présentation qui était vraiment très panoramique, très intéressante, très stimulante. Et on voit bien combien le robot, finalement, est un analyseur et un catalyseur des rapports sociaux. Et justement, dès demain matin, quand je parlerai à ma cafetière, en prenant mon Robusta, je penserai forcément à vous. Mais vous parliez tout à l'heure de ce que les humains se disent lorsqu'ils doivent se décrire, et je pense qu'il y avait quelque chose qui n'est resté qu'en filigrane, c'est que l'humain ne se définit pas forcément, en tout cas selon les contextes, comme une entité de la fourmilière ou du macrosystème, mais aussi comme une entité, c'est-à-dire relationnelle, c'est-à-dire on dit évidemment ce qu'on fait, mais aussi qui on est pour qui. C'est-à-dire qu'on se définit aussi par nos affiliations, par notre transversalité, et pas seulement par notre fonction. Alors, on pourrait dire que la fonction affective est aussi modélisable, je n'irai pas jusque-là, mais peut-être que vous y allez. Et donc, à ce titre-là, ça introduit une nouvelle facette, finalement, qui peut nous aider aussi à construire des entités robotisées qui aient plus de sens pour nous. Par exemple, ce robot, qui est-il pour un autre robot ? Je ne sais pas, enfin, je délire un peu, mais peut-être qu'en introduisant cette dimension affiliative, on est foncièrement sociaux avant d'être utiles. Est-ce qu'on n'aurait pas des clés qui pourraient nous donner des dimensions qui n'ont pas été pour l'instant explorées ? Voilà. Je ne sais pas si je vais répondre complètement. Enfin, je veux dire, c'est intéressant quand même, hein. Mais je pense, pour moi, qu'on est d'abord utile dans notre paradigme actuel avant d'être social. Alors, c'est un équilibre. C'est un équilibre. C'est-à-dire, une fois que toutes les utilités sont remplies pour faire sauvegarder la sauvegarde du groupe, là, il y a les aspects sociaux qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'on appelle aspects sociaux après ? Qu'est-ce que vous appelez aspects sociaux, par exemple ? Qu'est-ce qu'on est ? L'utilité, on a compris, c'est ce qui va nous permettre de manger, de nous habiller, de nous abriter, de faire tout un tas de choses. C'est quoi social pour vous, en fait ? Je pense à certains tests standards, hein, simplement demander aux personnes de se décrire, c'est-à-dire comment tu te décris. Eh bien, les différentes dimensions mobilisées, ça peut être soit des dimensions qui vont être liées à des fonctions, ou bien des dimensions qui vont être liées à des relations. C'est-à-dire, par exemple, je suis le père de 2 enfants, le conjoint d'une asiatique, je ne sais pas. Et donc, effectivement, on peut mobiliser différentes dimensions et pas seulement je suis professeur d'université, ou bien, alors, encore une fois, peut-être que j'orthogonalise l'affectif et l'opératoire, alors qu'en fait, il faudrait essayer de modéliser le fait que, en tant que conjoint ou que parent, ou que mère allaitante, eh bien sûr, j'ai une relation, mais j'ai une fonction biologique, finalement, et que j'idéalise ma relation. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vois dans les modèles descriptifs des comportements sociaux, on a quand même ces 2 aspects, la dimension compétence et la dimension chaleur, qui sont souvent distingués, et qui sont assez universels. Et là, je n'ai senti que, mais peut-être ne comprenant pas, la dimension plus
opératoire, compétence, et pas ce côté chaleur qui finalement est quand même très présent chez les humains. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Merci. Olivier? Oui. Alors, j'ai essayé de faire une analogie sur ce que tu dis juste avant. Est-ce que l'humanité est prête justement à cette transformation de dire, voilà, aujourd'hui je suis ébéniste, demain je fais autre chose. On voit bien l'analogie avec la retraite, qui est aussi le premier cas de divorce. Il y a aussi beaucoup de suicides parce qu'on se sent plus utile dans la société. Est-ce que l'humanité est prête à basculer vers ce pendant? Alors moi, on m'a dit ce matin qu'il y avait un robot qui s'était suicidé hier, mais je n'ai pas vu l'article. Un robot. Bah, c'est un très bel exemple. Voilà, ma cafetière s'est suicidée. Mais tu dormais encore ou C'est une excellente question. C'est une excellente question. Est-ce qu'elle pourra le faire seule? Il faut un accompagnement. Ça, c'est sûr qu'il va falloir un accompagnement parce que tout le monde n'est pas en mesure d'avoir la force de basculer ainsi sur une existence qui est une définition de l'existence qui est là depuis que l'humain existe, en fait, la société existe. Et brusquement, le changement de cette définition, mais même pour nous tous, c'est-à-dire même si on se pose la question, en fait, est-ce qu'on est capable de se projeter en imaginant qu'on puisse être autre chose qu'une identité sociale telle qu'elle est définie dans notre imaginaire actuellement, dans notre projection. C'est même pas l'imaginaire, c'est notre représentation en fait de la société est en mesure de changer comme ça. C'est une bonne question. Par contre, ça serait bien qu'on commence à se poser la question et ensuite qu'on sache par quoi on remplace cette échelle de valeur de l'identité sociale. Par quoi on la remplace pour que justement il n'y ait pas un gouffre trop important sur l'identité. Si on perd notre identité sociale, c'est catastrophique. J'ai l'impression qu'on a pris cette question-là par le modèle économique, puisque dans mes souvenirs, le président a parlé de cette opportunité et de mettre une taxe sur les robots qui créent de l'économie. Et donc, on ne s'est pas posé la question du côté humain. Mais c'est une réflexion qui est très intéressante, en tout cas. Quand on commence à poser la définition de l'homme et ce que le bouleversement que peut apporter la machine dans cette définition, c'est là où ça devient réellement intéressant, en fait. En disant, OK, donc imaginons demain, OK, on a réussi notre transformation, notre révolution, comme il appelle, la révolution robotique. On a réussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quasiment toutes les tâches opérationnelles sont réalisées par des machines. On va dire que les machines, on va les cacher pour qu'elles ne nous gênent pas trop. D'accord, au quotidien. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas en comparaison avec la machine. Les choses se font, mais dans notre dos, quelque part. C'est-à-dire, j'ai soif et je regarde, paf, le fait d'y avoir pensé, j'avais une puce. Le verre s'est rempli tout seul. D'accord, j'ai pas vu la machine le faire. Enfin, c'est comme si ça s'était matérialisé. Donc, projetons-nous dans une société où effectivement on a réalisé la transformation. Quid de l'humain dans cette société transformée, en fait. Et là, on peut commencer à imaginer ce que ça pourrait être. Évidemment, on ne va pas penser à tout, parce qu'il y a une question que tout le monde s'est dit un jour, c'est j'aurais pu y penser. Regardez, vous faites un truc débile. En disant, mais j'aurais pu y penser, quoi. Alors, on se l'est tous dit, mais pour autant, on n'aurait pas pu y penser tant qu'on n'a pas vécu l'expérience. Donc, à se projeter comme ça, on peut peut-être amoindrir certains effets, prévenir certains dangers, certains risques, mais jamais on prévoira tout tellement le changement est énorme. Mais sans s'imaginer cette société où tout a été effectivement robotisé, où on a transformé les sexes, et on imagine l'humain, c'est pas le robot. Parce que les films, on regarde le robot, en fait. Quand on regarde Terminator, c'est le robot qui nous intéresse, c'est pas l'humain, en fait. À peine. Un petit peu, quand même. Mais là, OK, on a robotisé, on cache les robots, on les voit plus. Regardons les humains. Que font les humains dans cette société où ils n'ont plus besoin de contribuer au fonctionnement? Des humains très épanouis, j'imagine. Par exemple, ils n'étaient pas malheureux, je pense, à l'époque où ils n'avaient pas besoin de travailler pour vivre. Est-ce que vraiment ça tient à notre nature d'humain ou est-ce que c'est pas juste aussi le système
tel qu'il est aujourd'hui qui nous empêche de penser à une vie oisive. Et tout se passe bien. Peut-être. Je sais pas, je suis pas à leur place. Hein. Moi, je travaille tous les jours. Mais c'est autant les retraités. Le problème de l'exemple des retraités, c'est qu'ils ont travaillé toute leur vie. Et le choc, c'est d'un seul coup, je m'arrête. Et on en avait un parmi nous aujourd'hui. Quand on lui demande, on se demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis retraité. C'est pas une activité. Ça marche pas comme ça. En fait, le problème du retraité, c'est qu'il a été identifié par son travail, ceux qui dépriment. Hein. Et c'est une très bonne comparaison, en fait. Il a été identifié par son travail toute sa vie, et du jour au lendemain, il n'est plus rien socialement. Il n'est plus utile, il est bon pour la poubelle. Et c'est vraiment là, on met le doigt exactement sur ce problème d'identification sociale par la contribution, et non pas par l'affect. C'est ce qui le définit. Jeune, il est dans la même situation. Avec un chômage de longue durée quand on est jeune, on peut être dans la même situation, avec la même dépression. Hein. La plupart des gens voudraient être à la retraite. Oui, jusqu'au jour où ils le sont. Non, mais je pense que quand même, il y a des cas qui montrent que... Voilà, c'est pas si simple, mais globalement, effectivement, je pense que même la réflexion sur le temps de travail montre bien que cette idée de fonction, elle est complexe. Et je dirais, il y a différentes dimensions. Voilà, bien sûr, il y a des exemples qui accréditent cette idée qu'on a besoin d'un rôle. Mais en même temps, le rôle il peut être beaucoup plus flou. L'enveloppe entre la fonction sociale au large ou bien spécifique, je pense qu'elle est très variable, à géométrie variable. Je me rappelle de jeunes à qui on demandait une fois, alors ces jeunes 14 ans à peu près, tu veux faire quoi dans la vie? Je veux être directeur. Ok, sinon tu veux faire quoi dans la vie? C'est pas... Donc on s'est peut-être un peu éloigné du robot pour parler plutôt du travail. Il existe peut-être des sociétés dans le passé qui ont eu nombre d'esclaves et qui se sont affranchis d'une certaine partie du travail. Donc l'esclave n'était pas citoyen, donc du coup on n'avait pas à se comparer à lui. Donc, ça a peut-être déjà un peu existé, même si ce n'était pas à l'échelle d'une planète. Vous avez évoqué pendant la présentation ces deux utopies en même temps, alors qu'elles ne sont pas compatibles. Il y a la première qui est effectivement cette société où tout le travail qui n'est pas fait par des humains serait fait par des machines, où ça libérerait du temps de créativité, de curiosité, de repos, de tout ce qu'on veut, avec l'inconvénient de savoir si on peut, si on s'épanouit quand même là-dedans. Mais en même temps, donc cette société où tout le travail est remplacé, elle ne marche que si cette utopie elle est partagée par tout le monde et mise en place. Dès lors qu'on a en parallèle cette utopie économique qui est « moi je remplace mes ouvriers par des machines », qu'on pourrait taxer pour éviter, puisque ça génère plus de profits, qu'on pourrait éventuellement taxer, dans l'idée de moi je n'ai plus d'employés, mais j'espère que les autres ils continuent à payer les gens pour qu'ils puissent acheter les produits que je produis. Cette utopie-là, elle n'est pas du tout compatible avec l'autre, et elle n'est peut-être même pas compatible avec elle-même. C'est intéressant parce qu'effectivement, Je te laisse finir. La production des machines est incompatible avec le système économique actuel. C'est ça qui a été dit et je ne l'ai pas formulé, mais c'est pas compatible. Ça ne peut pas rester comme ça, quoi. Donc l'impact va être sur toutes les mises en place actuelles. C'est pour ça qu'il faut accompagner les sociétés. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sophie, Saka. On va conclure ici cette conférence qui conclut également la journée de Screen Day. Voilà, et je vous dis à très bientôt et merci à tous.